On est parti pour le premier point actu hardware de cette semaine. Aujourd'hui, lundi 26 avril 2021. Au programme, comme tous les lundis, le point sur les prix des cartes graphiques, des processeurs, de la RAM, des DDR4 et des SSD. Ensuite, traditionnel top 10 des ventes Steam, Yocrofish. On enchaînera avec de l'internet par satellite, mais pas Starlink. Un petit point d'Apple et de ses AirTags par rapport à l'espionnage, ils n'ont pas aimé. Hein. Petit point bot chez Twitch avec la suppression de pas moins de 7,5 millions de bots. Enfin, le bannissement plus que la suppression d'ailleurs. Mais 7,5 millions tout de même. On va parler un petit peu Chia, la nouvelle crypto-monnaie à la mode en Asie qui utilise de l'espace disque et qui fait plein de choses. Ça a créé des problèmes, notamment sur le marché des gros disques durs, pour l'instant uniquement en Asie, mais on a très peur que ça arrive chez nous. Mais ça fait aussi de la création. Vous verrez une carte mère, la news est ici, voilà, une carte mère avec 32 connecteurs pour des disques. Donc voilà, ils vont loin. On parlera aussi d'une solution de refroidissement qui était innovante, qui était intéressante sur le papier et qui n'a jamais pu exister. C'est malheureux, mais ça arrive souvent avec beaucoup de produits, de projets qui sont théoriquement plutôt intéressants, mais qui derrière posent plein de problèmes, que ce soit des limitations matérielles ou des besoins en trésorerie pour développer leur projet. Tout le monde n'est pas Google et tout le monde n'a pas les moyens. Ici, c'est bien dommage. C'était sur le papier quand même quelque chose d'intéressant. On va revenir dessus. Malheureusement, ça a bel et bien disparu. On va parler aussi Waterblock avec un écran. Jusque-là, rien de très nouveau. Mais sur cela, il y a une petite astuce sympathique. Il y a une prise HDMI pour afficher un peu ce que vous voulez. Et bien sûr, il y a des gens qui ont affiché un Windows dessus qui a l'intérêt aucun, mais on peut le faire, donc c'est génial. ça me tue. On parlera vite fait d'un boîtier, un boîtier Antec, plutôt qualitatif. On revient à des designs et à des solutions un peu anciennes. C'est assez marrant de voir ce genre de produit qui revient. Mais pour le coup, c'est quelque chose de plutôt qualitatif, plutôt accessible, très sobre. On n'est pas sur un boîtier orienté gaming, mais qui pourra convenir à pas mal de monde. On parlera vite fait DDR5 avec des gens qui nous annoncent que les premières barrettes de DDR5 produites en masse commencent à subir les tests, passent bien les tests, qu'on arrive vers prochainement de la DDR5 massivement sur le marché. Alors bien sûr, on sait que c'est pas une question de jours ni de semaines. Il va falloir attendre tout de même la prochaine génération de processeurs. Mais ça se met bien en route, donc ça promet d'arriver sous peu. On va parler cartes graphiques avec pas mal de news, que ce soit des cartes graphiques gaming et pas que. Et on finira avec du minage, de la crypto-monnaie et des gens qui sont amusés à faire des trucs assez marrants, que ce soit un trailer reproduit en Lego, voilà, ou un animatronique de la part de professionnels de chez Disney. Ça régale. Ce sera à la fin. On commence tout de suite parce que j'ai déjà bien traîné avec le prix des cartes graphiques. Prix des cartes graphiques, ça va aller vite. Déjà, disponibilité toujours aussi problématique. Pas plus, pas moins. Des prix clairement plutôt à la hausse. Sauf une 2060. Enfin, pas vraiment une, mais genre 10% des 2060, des modèles de 2060. C'est un peu le problème avec les cartes graphiques, vu qu'il y a plein de modèles différents, là où les processeurs, c'est pas le cas. Mais pour une toute petite quantité des 2060, on est arrivé à un prix plancher
plus bas que les derniers prix. Ces derniers temps, on était tout de même à des 2060 qui coûtaient au minimum 520 €, ce qui est extrêmement cher. On a quelques modèles qui ont baissé à 390 €, ce qui est déjà beaucoup moins cher. On perd 130 € hein, tout de même, c'est pas rien. Ce qui reste trop cher, hein. On est toujours au-dessus des normes post... enfin, pré-problème de pénurie mondiale. On est toujours au-dessus de ce qu'on voudrait. Mais c'est un peu mieux. À noter que c'est disponible sur très peu de modèles. C'est un peu le piège là-dedans. C'est que vraiment, des modèles à 390 €, doit y en avoir. Je suis allé voir chez Top Achat, il y avait un seul modèle et il était bien sûr pas disponible, hein, comme la plupart des cartes graphiques. Mais un seul modèle. Donc, faut voir. Ça reste toujours compliqué. Sinon, on a Deos, la 3060 Ti qui prend 30 € en plus, ce qui se retrouve au minimum à 550 €. Encore une fois, pas disponible, mais en théorie. La 3070 qui prend 15 €, qui se retrouve à 800 au minimum. Encore une fois, pas disponible. Et la 6800 qui prend 10 €, qui se retrouve à 700. Donc voilà, hein, des cartes pas disponibles et qui augmentent. Est-ce que ça régale? Non, pas trop. Du coup, on passe au processeur. Ça régalera peut-être un peu plus. Les processeurs, effectivement, c'est mieux. On a quasiment que des baisses, et ça, c'est pas mal. On a une hausse tout de même. On commence chez Intel avec la 10e génération qui, dans l'ensemble, baisse. On a le i5, le 10600K, donc le gros i5, qui prend un moins 18 € qui se retrouve à 209 €, ce qui le rend plutôt intéressant. On a le i7 10700K qui perd 4 €, c'est pas énormément, mais qui se retrouve à 326 €. Encore une fois, pour un i7, c'est plutôt intéressant. Seule petite hausse, et en fait pas vraiment petite d'ailleurs, parce qu'on va parler du i5 10400F, donc 10e génération, le i5 accessible sans partie graphique. Et lui, il se prend un plus 28 €, ce qui déjà est pas mal, et ce qui est en plus énorme par rapport à son prix, parce qu'il coûte maintenant 150 €. Donc voilà, le plus 28, on le sent bien et il fait mal. Ce qui est un peu dommage, mais ce qui rend aussi le i5 11000, donc 11e génération 400F, peut-être un peu plus intéressant pour le coup. Peut-être pour ça aussi qu'ils l'ont rehaussé, pour ne pas se faire trop de concurrence eux-mêmes entre leurs générations. Du coup, on passe à la 11e génération. On a aussi des petites baisses, et ça, c'est intéressant vu qu'on est sur des processeurs fraîchement sortis. Clairement, si vous vous souvenez, chez AMD, quand leurs processeurs venaient d'être délivrés aux revendeurs, bah déjà, on les trouvait pas, déjà. Et en plus, on était sur des prix bien au-delà de ce que nous avait annoncé AMD. Donc, là, chez Intel, on nous a sorti des processeurs en stock plutôt massif au prix annoncé, et en plus on les fait baisser quelques temps après. On a le i5 11600K qui perd 15 € et qui se retrouve à 305 €, et le i7 11700K qui perd un gros 75 €, qui se retrouve à 435 €. Je pense qu'on a entendu aussi du côté de chez Intel que voilà, elle faisait pas tant avec ça cette 11e génération, donc il faut trouver des moyens de la rendre plus attractive. Le prix est un des meilleurs moyens pour rendre un produit attractif. Ça et les performances, c'est tout de même les meilleurs moyens. Donc j'imagine qu'ils essayent de descendre un peu leur prix. Est-ce que ça résoudra les problèmes de performance de cette 11e génération? C'est sûr que non. Est-ce que ça fera que des gens se tourneront peut-être vers ces processeurs de 11e génération? Bah peut-être que oui. Encore une fois, ils bénéficient déjà de leur disponibilité et avec des prix déjà assez attractifs pour vraiment une génération qui vient juste de sortir. Chez AMD, on a aussi des baisses, et ça, c'est pas mal. On a le Ryzen 5 3600X, grosse bébête, qui perd 5 €. Il se retrouve à 285 €. Plutôt pas mal.
on est tout de même bien plus cher qu'un i5 10600K. Alors après, il faut aller comparer les performances, mais on est quand même bien plus cher. Par contre, Ryzen 7 3700X, donc là on est sur un processeur 8 cœurs, donc on est sur une belle, en termes de performance, on est déjà sur une belle bête. Il perd 37 €, il se retrouve à 257 €, ce qui est un prix ultra attractif pour un processeur 8 cœurs aussi performant. Clairement, c'est un très bon processeur. Il sera vraiment performant. Alors bien sûr, il sera moins performant que les modèles un peu plus haut de gamme comme le 3800 et 3800X, mais à pas grand chose près. Et il est quand même à un prix hyper attractif de 257 €. Donc vraiment une bonne affaire. Côté dernière génération, chez AMD aussi, on a quelques baisses. On a une baisse sur le Ryzen 5 5600X de 26 €, ce qui est pas mal. Il se retrouve tout de même à 350 €, hein, il est quand même cher. Le Ryzen 7 5800X, lui, perd 5 €, ce qui est pas beaucoup. Il est à 455 €, ce qui est correct, en vrai correct en termes de prix. Et on a un retour en disponibilité réel, ce qui était plus ou moins le cas ces derniers temps sur le haut de gamme, le 5900X. Et en plus, il perd 47 €, il se retrouve à 653 €, ce qui est plutôt cher, mais pour des processeurs qui ont 10 ou 12 cœurs, 12 cœurs, 12 cœurs celui-là je crois. Donc voilà, hein, c'est encore un monde à part. On est forcément sur des tarifs supérieurs. Plutôt une bonne semaine en termes de processeurs. On est quand même sur principalement des baisses, plus ou moins grandes, mais quelques processeurs plutôt à des prix intéressants, comme le 3700X de chez AMD, qui vraiment, à ce prix-là, c'est attractif. On continue avec les SSD et on touche du bois, on croise les doigts, tout ce que vous voulez. Pour l'instant, c'est toujours bien et c'est cool, même si on a très peur avec les histoires du Chia et de l'Asie qui est en train de détruire leur marché du support de stockage. Chez nous, les SSD, ça va. Après, on parle de SSD et pas forcément de support de stockage avec des très grandes quantités de stockage, comme ce qui a l'air d'être recherché pour le Chia. On en reparle après. Mais des prix toujours attractifs. Donc j'ai un peu envie de vous dire que si vous devez acheter du SSD et encore plus des disques durs plus traditionnels et en grande quantité, en grand espace de stockage, allez-y maintenant. Maintenant c'est encore cool. Pas sûr que ça tienne longtemps vu l'engouement pour cette nouvelle crypto-monnaie qui utilise notre espace de disque disponible. Donc encore une fois une semaine avec quasiment pas de changement, pas de révolution et toujours des prix bas. Allez-y, je vous aurais prévenu. Peut-être que plus tard ce sera trop tard. Mais on en reparle aussi de ça plus tard, Crowfish. Il y a peut-être un truc à faire, effectivement. Yo KitCash, j'espère que tu vas bien. Côté de la RAM, c'est moins la folie. On a déjà eu de nombreux sons d'alerte pour nous dire que voilà, les mauvais temps allaient venir, les hausses allaient se faire plus régulières et plus massives et même plus globales. On nous a vraiment on nous a annoncé entre 20 et 30% de hausse sur à peu près tout. Que ça soit nos barrettes de RAM pour nous particuliers sur ordinateur de bureau, mais aussi pour les ordinateurs portables, pour les serveurs, donc pour tout le monde. Et ça, c'est plutôt problématique. On a encore quelques hausses, plus de hausses que de baisses, même juste une petite baisse et elle est quasiment insignifiante. On n'a pas des hausses vraiment massives, mais plusieurs semaines de petites hausses, ça finit par faire des prix qui ont flambé et ça a l'air d'être vers quoi on se dirige. Espérons que voilà, le marché du particulier soit le moins impacté, vu que la demande est quand même moins forte que dans les autres secteurs, je dirais.
Mais bon, ça reste des souhaits qui n'arriveront probablement jamais. Laissez-moi rêver, s'il vous plaît. En tout cas, on nous annonce des mauvais jours. On est encore loin de la situation des cartes graphiques. On espère ne jamais y arriver. Mais c'est embêtant. C'est un peu embêtant. La RAM, on peut quand même difficilement s'en passer. Vous avez me dit, avec carte graphique, on peut aussi potentiellement difficilement s'en passer. C'est vrai. Mais la RAM, c'est quand même plus général. Tout ordinateur a besoin de RAM, là où tout ordinateur n'a pas besoin d'une carte graphique. J'entends bien une carte graphique gaming. Voilà, parce que sinon, des processeurs avec des parties graphiques intégrées, il y en a à l'appel. Regardez Intel qui a lâché sa nouvelle génération. Ils ont tous un modèle, chaque gamme a son modèle avec les parties graphiques intégrées. Et là, vous n'avez pas besoin de carte graphique. Alors que la RAM, eh bah si. Donc on va croiser les doigts et espérer que ça ne devienne pas la guerre. Mais on nous annonce un petit peu que ça va arriver tout de même. On verra. On continue avec du jeu vidéo. C'est plus cool. Il n'y a pas la guerre dans le marché du jeu vidéo. C'est un peu mieux, c'est plus sympa comme marché en ce moment. Le top 10 des ventes Steam et on a surtout un nouveau numéro 1 avec une IA réplicante. Alors, je suis désolé, mais je connais zéro le jeu. Donc, je sais pas s'il est nouveau, si c'est juste qu'il vient d'arriver sur Steam ou s'il a potentiellement des achats dans le jeu, des microtransactions. Parce que du coup, ça dépend vachement de ça, vu qu'on parle, quand on parle de ce top 10 des ventes Steam, on parle de revenus et pas de nombre de copies vendues. C'est pour ça que par exemple CSGO s'y retrouve régulièrement grâce à son workshop et ses caisses, ses skins et tout. Effectivement, Nier Réplicante est premier et quatrième, bravo à lui. Franchement, déjà être premier c'est fort, mais être premier et quatrième c'est encore plus fort. C'est parce que il y a différentes versions. J'imagine, il y a différentes versions du jeu et Steam fait la distinction entre les différentes versions. Donc c'est pour ça qu'il apparaît deux fois. J'imagine qu'il y a une version normale et une version premium. Mais du coup, je sais pas du tout si le jeu est nouveau ou pas. Donc voilà. Et s'il est bien ou pas non plus, je sais même pas quel type de jeu c'est. Je me suis pas renseigné, excusez-moi. Sinon, on y retrouve aussi Titanfall 2. Alors là aussi, j'avoue, je comprends pas pourquoi. C'est pas un nouveau jeu, ça je sais. Je sais quel type de jeu c'est. Mais il y a dû y avoir une promo, peut-être, ce qui explique ça. Et sinon, que des connus. On voit que Valheim est toujours là. Incroyable, il fait de la résistance. Ils sont forts. En vrai, j'avoue que moi j'y ai pas joué, mais il paraît que c'est un super jeu. Un super jeu à jouer à plusieurs. Donc, bien joué à eux. TF2? C'est quoi TF2? Je veux savoir maintenant. On continue avec... Oh, en fait, on continue pas. Je bois un coup et je veux savoir ce qu'est TF2. Ah, Titanfall. Bah ouais, moi aussi j'ai pensé à Team Fortress, mais il n'y avait pas dans mon top, c'est pour ça que j'ai paniqué. J'ai dit, c'est bon, j'ai loupé un jeu du top, je ne vois plus clair, ça va. Ok, du coup on reprend, on est bon, tout roule. On passe à l'internet par satellite et pas Starlink. Intéressant, n'est-ce pas? Et en plus on parle... Alors, en fait non, j'allais vous dire d'une entreprise européenne, mais est-ce que je peux encore dire ça maintenant que l'Angleterre est sortie de l'Europe? Je ne sais pas. En tout cas, c'est une entreprise britannique qui a décidé de, comme de Starlink et d'autres d'ailleurs, hein, de faire son propre service d'internet par satellite.
On parle ici de OneWeb. Pas mal le nom, bien joué. Ils ont lancé 36 satellites de plus il y a peu, hier je crois, ce qui porte à 182 leur nombre total de satellites à l'heure actuelle au-dessus de nos têtes, qui ont pour but dans un premier temps de couvrir le nord de la Terre. Donc voilà, ils ont tout mis au même endroit et un truc facile pour eux à gérer, c'est-à-dire tout au nord. Et du coup, on est sur le début. Pour l'instant, juste le nord, et au fur et à mesure, ils aimeraient bien faire le monde entier, hein, bien sûr, comme tout le monde. Mais pour ça, il faut toujours plus de satellites. C'est marqué, ils aimeraient en avoir 648. Aujourd'hui, ils en ont que 182. Ça fait encore pas mal d'envois de fusées pour couvrir le monde entier. Mais dans un premier temps, comme ils le disent eux-mêmes, ils se contentent du nord de la planète, c'est-à-dire tout ce qui est au-dessus du 50e parallèle nord. Alors, étant très mauvais en géographie, je suis bien sûr, j'ai tapé, comme toute bonne personne de mon âge, sur Google 50e parallèle nord pour savoir à quoi ça correspondait. Et je connaissais l'histoire des parallèles, hein, mais je voulais voir exactement à quoi ça correspondait. J'ai eu beaucoup de mal à trouver cette information, bien sûr, mais j'ai fini par trouver et j'ai vu voilà une partie de l'Europe, une partie du Canada et tout ce qui se trouve au nord en général est présent au-dessus des 50e parallèles nord. On va se dire que dans un premier temps, voilà, on n'est peut-être pas le secteur le plus intéressant à couvrir. Nous, par exemple, la France, on est au-dessus des 50e parallèles nord. Alors, peut-être pas toute la France, je ne vais pas dire de bêtises, mais au moins une partie. Comme ça, je suis sûr de ne pas dire de bêtises. Mais on va se dire que voilà, l'Internet par satellite chez nous, peut-être pas super utile là où on a quand même envie de couvrir une majeure partie de notre territoire en fibre optique. La fibre optique sera bien mieux que l'Internet par satellite, même l'Internet par satellite plus promise par Elon Musk avec Starlink, on sera toujours en dessous de ce que peut proposer de la fibre à l'heure actuelle. Alors je vous dis pas, dans le futur, on risque d'être encore mieux. Donc on peut se dire que l'intérêt est assez restreint, pareil au Canada, même si le Canada est un peu différent, c'est des grandes étendues, peut-être qu'il y a un peu plus d'intérêt. Il faut noter aussi qu'il y a le Groenland. Alors eux, je ne connais pas l'état du réseau au Groenland, mais peut-être que c'est pas mal. Et il y a aussi tout ce qui, toutes les expéditions scientifiques, et là, du coup, l'intérêt est grandissant, qui se trouvent dans le nord, voire dans le très grand nord. Du coup, là, effectivement, on peut y trouver un peu plus d'intérêt. J'avoue que dans un premier temps, pour le grand public, Groenland, je sais pas. Peut-être que le Groenland, au Groenland, ils ont peut-être besoin. Effectivement, les satellites ont tous des panneaux solaires pour. Effectivement. Sinon, ce serait très compliqué. C'est pas si bête que ça hein, comme question, mais l'énergie solaire, en plus, en dehors de l'atmosphère, est bien plus simple à récolter que sur Terre. Donc, ça suffit à faire le boulot. À noter en plus qu'un satellite, une fois en orbite, consomme assez peu. Hein. On n'est pas sur quelque chose qui consomme énormément. C'est vraiment la mise en orbite qui est une étape délicate et après ça tourne autour de la Terre. Quoi. Donc voilà, un nouveau projet d'Internet par satellite. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous, de l'Internet par satellite. Je voulais traiter la news parce que voilà, ça a été envoyé par Ariane Space. Du coup, moi, ça fait vibrer un petit peu mon cœur de français, même si je sais que c'est pas juste la France, mais voilà, ça fait plaisir. C'est un nouveau. En voilà d'autres. Moi, dans cette histoire, ce qui me pose problème, c'est que chacun veut le faire de son côté. Et on va arriver à un moment où on va avoir tout en double, en triple, en quadruple, fois le nombre de sociétés qui voulaient se lancer dans le truc. C'est effectivement l'Internet par satellite est très intéressant. C'est important d'avoir un quadrillage mondial. Je suis d'accord aussi. Juste, je trouve ça dommage de pas créer des consortiums pour que voilà, tout le monde n'envoie pas ses propres satellites et qu'on se retrouve pas avec
avec une nuit de satellites dans le futur. Mais je suis d'accord, l'idée je remets pas en cause l'idée de l'Internet par satellite plus le fait que tout le monde envoie ses propres satellites et que du coup on se retrouve avec plein de satellites qui remplissent le même rôle et qui ne sont pas partagés en fait. C'est ça aussi. Mais effectivement, c'est bien qu'il y ait un acteur, est-ce que je peux dire européen? C'est quand même la zone Europe qui s'y lance, même s'ils sont en retard par rapport à Starlink, ce qui va un peu être le problème aussi. Starlink est fort sur le coup, ils ont aussi, j'imagine, un accès au lancement des satellites plus simple que pour d'autres groupes. Et ils risquent de rafler un peu tout le marché s'ils sont présents avant les autres et qu'ils ont un service fiable. Prêt à avoir le service fiable. Mais Starlink, ça débarque bientôt, enfin cette année en France, normalement. Ici, OneWeb, je crois qu'ils aimeraient bien, mais ils sont pas sûrs, quoi. On continue avec Apple. Apple qui a entendu les, les histoires des AirTags et pour espionner quelqu'un, le glisser dans les affaires de quelqu'un, le cacher pour pouvoir suivre des gens. Et vous imaginez bien, c'est Apple qui maîtrise à l'infini leur image et leur communication. Ils n'ont pas vraiment apprécié, ça peut se comprendre, qu'on parle de ça par rapport à leurs nouveaux produits. Ils ont donc expliqué que, déjà de 1, premier point et qui est tout de même important et à faire savoir, déjà que ces appareils n'étaient pas faits pour espionner. Déjà, il faut le dire parce que j'imagine qu'il y a des gens, si on leur dit pas, ils vont dire bah à quoi ça sert. Ce n'est pas fait pour espionner les gens. Vous n'avez pas le droit vous ne devez pas glisser un AirTag dans les affaires de quelqu'un d'autre pour le suivre à son insu. Vous avez le droit avec vos enfants, si c'est vos enfants, mais, mais pas quelqu'un s'il n'est pas d'accord, non. Et ensuite, ils ont expliqué qu'il y avait différents moyens qui permettaient de s'assurer que l'objet ne servait pas à ça. Premier point, si vous êtes un possesseur d'iPhone, vous recevrez un petit message pour dire qu'un AirTag qui n'est pas associé à votre iPhone vous suit ou est sur vous depuis tant de temps et que c'est pas normal. Déjà, premier point. Et ensuite, dans un deuxième temps, il émettra un signal sonore. Donc, si vous ne l'avez pas retrouvé, eh ben, il se fera entendre pour que vous puissiez le retrouver. Suite à quoi, certains ont dit, donc du coup, si on n'a pas d'iPhone, on peut être tracé par quelqu'un qui a un iPhone. Non, pas vraiment. Effectivement, vous ne recevrez pas de petits messages vous informant que quelqu'un vous suit avec un AirTag ou qu'un AirTag est sur vous. Mais il y a toujours le signal sonore qui est émis dans tous les cas au bout d'une certaine durée. Donc, si vous entendez un bruit en permanence sur vous, c'est probablement que quelqu'un vous a glissé un AirTag dans la poche. Mais honnêtement, j'ai trouvé que les gens sont fous quand même. Parce que vraiment utiliser ça pour suivre quelqu'un, euh, c'est quand même quelque chose qui est cher, qui est encombrant. Encore une fois, si c'est pour suivre vos enfants, vous faites ce que vous voulez avec vos enfants, hein. Vous, vous verrez avec votre conscience, bien sûr. Euh, mais sinon, une autre personne sans son consentement, bien sûr, on ne fait pas ça. Et on n'utilise pas les appareils avec une pomme pour faire ça. Ils l'ont rappelé, comme s'il y avait besoin de le rappeler. Euh, Franchement, ça m'a fait quand même beaucoup rire. Effectivement, ça n'a pas dû leur plaire que les gens pensent à ça. Et tout le monde y a forcément pensé en apprenant l'existence de ces AirTags. Mais voilà, de là à le faire, pas sûr, hein. En théorie, pareil, hein, vous mettez un iPhone quelque part et vous pouvez le suivre, hein. Les solutions sont multiples, je ne vous les donnerai pas, mais il y a 1 milliard de solutions plus simples
que précommander le AirTag, sachant qu'il n'est pas encore disponible, je crois. Je crois qu'il est uniquement en précommande au prix de 35 euros en plus, c'est pas cher, hein. 35 euros l'unité ou 120 les 4. Incroyable. Donc ne faites pas ça. Apple vous le répète, mais franchement, il y a des meilleures solutions. On continue avec les bots. Les bots de Twitch. Twitch a banni 7,5 millions de bots. 7,5 millions, c'est énorme tout de même. J'ai été... bon, je suis pas... Je sais, hein, je sais qu'il y a des bots sur Twitch. J'en ai de temps en temps sur mon chat qui envoient des liens. Heureusement, ils sont instant bannis, mais je connais. Je connais aussi les bots qui follow. Ça m'est déjà arrivé. Et je le sais parce que, simple, ils apparaissent sur le coup et disparaissent ensuite du récap Twitch. Il y a aussi le viewbotting, donc des bots qui regardent des flux. Ça, je ne pense pas en avoir déjà fait l'expérience, mais c'est pas plus mal. Je vous avoue que dans certains aspects, je comprends tout à fait l'intérêt des bots, notamment les bots qui vous ajoutent des spectateurs et qui du coup vous font augmenter vos stats de spectateurs moyens. Ça, je comprends tout à fait. Surtout en notant que sur Twitch, pour passer les échelons d'affiliés et de partenaires, il faut avoir certaines stats de spectateurs moyens. Donc là, ok. Encore une fois, je ne suis pas pour les bots, hein. Juste, je vous explique pourquoi ça se fait. Par contre, je vous avoue que les bots qui vous follow, ça, je comprends un peu moins. Là où vraiment les stats importantes sur Twitch, c'est surtout le nombre de spectateurs moyens, le temps vu par vos spectateurs, ce genre de trucs. Là où les followers, bah, on s'en fiche un peu. À la limite, les abonnés, oui, c'est important, mais c'est en rétribution d'un abonnement qui est payant, ce qui est totalement différent. Je vois pas trop l'intérêt d'avoir des bots qui follow, surtout que c'est du coup des follow fantômes qui ne joindront jamais un live, et il n'y a pas vraiment de récompense ou de bienfait à avoir tant de follow sur Twitch si vous n'avez pas le nombre de spectateurs moyens qui va avec derrière. Donc j'avoue que je comprends pas trop l'intérêt, mais à part montrer qu'ils sont capables de le faire, je sais pas. Mais Twitch y travaille, c'est normal pour eux, ça casse tout. Effectivement, peut-être avoir une cohérence avec les bots spectateurs, peut-être. Euh, c'est vrai. Après, encore une fois, ça reste quelque chose d'assez. Je sais pas comment le dire, mais effectivement, pour les stats et tout, je comprends. L'intérêt réel est quand même assez moindre, à part dire, voilà, j'ai les plus gros stats, quoi. Parce qu'en vrai, des spectateurs, entre avoir un spectateur statistique, donc un bot, et avoir un vrai spectateur qui est impliqué, que ça soit dans ce qu'il regarde, dans la communauté, dans le chat, voilà, ça n'a rien à voir. Enfin, là, pour moi et pour n'importe qui, en fait, ça n'a rien à voir en termes de richesse, quoi. Donc voilà, mais effectivement, c'est des choses qui se font. Twitch n'est pas épargné, c'est pas la plateforme la plus touchée par les bots, mais il y en a aussi, effectivement, comme un peu partout, hein. C'est l'univers d'Internet, c'est comme ça. Une fois que des gens ont compris comment il fallait faire, et il y a des gens qui le font, comme d'hab. On continue avec notre petit point sur le Chia. Faut pas que je ralentisse trop parce qu'il me reste plein de trucs, je vois. Donc, let's go. Le Chia et l'Asie qui est déjà en train de pleurer sur le marché du disque dur grande capacité. Alors là, on parle vraiment de grande capacité, de 16 à 18 Tera
de stockage par disque dur, hein. On est vraiment sur la grande capacité. On rappelle le Chia, la nouvelle crypto-monnaie en vogue en Asie qui utilise le Proof of Space, donc de l'espace de stockage disponible. Visiblement, et c'est là-dessus le plus important, visiblement, on privilégie l'espace de stockage au débit, on se tourne vers des disques durs grande capacité et pas des SSD grande capacité. Alors bien sûr, les SSD grande capacité sont bien moins grande capacité que les disques durs, mais ont des débits bien plus performants. On n'atteint pas les 16 ou 18 Tera, mais on peut atteindre des assez grandes quantités avec des débits bien au-delà des disques durs traditionnels. Visiblement, on privilégie tout de même toujours plus de Tera de stockage et les débits, on s'en fiche un peu. Et ils cassent tout, hein, de 30 à 66% de hausse du coup sur ces gros disques durs. On parle vraiment d'une partie très petite du marché du disque dur, hein, parce que clairement tout le monde n'a pas de disque de 16 ou 18 Tera. Mais ça commence par là, hein. Ça commence par là et derrière on va sur quelque chose qui peut faire mal. Aucun problème, bonne soirée à toi Crowfish, au plaisir de te revoir. Mais ici, ouais, le Chia, ça risque de faire mal à notre marché du support de stockage. Donc on a des exemples ici, si vous voulez vous faire mal. Voilà, un Western Digital Gold 18 Tera, il est passé de 877 dollars à 1231, donc plus 40%. Let's go, ça fait plaisir. Et voilà, c'est pas les seuls, hein, Seagate, Ultrastar aussi. Il n'y a pas énormément de références de disques à 16 ou 18 Tera. Encore une fois, on est sur un marché assez petit, un marché assez professionnel à la base, hein, plus pour des data centers qui ont besoin de ce genre de disque dur. On n'est pas nombreux en tant que particulier à mettre 18 Tera sur un disque dur dans un PC. Et encore une fois, on n'est que sur le marché asiatique, mais ça fait peur, ça fait vraiment pas longtemps qu'on parle du Chia, et on voit déjà les effets sur le marché du support de stockage. Ça fait un peu peur. Ce qui est bien, c'est qu'on voit des effets négatifs, mais aussi des effets positifs. On voit des gens qui innovent et qui se jettent sur des marchés émergents, encore une fois le Chia, et des cartes mères qui sont vraiment dédiées au mining du Chia. On y retrouve pas moins de 32 connecteurs SATA pour des USSD ou HDD en SATA. On y retrouve aussi bien sûr de quoi mettre un processeur, un peu de RAM. On a même un emplacement M2 qui est je sais plus où. Mais on a un emplacement M2 et tout le reste de base pour une carte mère. Mais surtout, surtout ces 32, hein, vous voyez, ils sont là, hein. Ils sont là. 32 connecteurs. Voilà. Vous pourrez aller jusqu'à 448 Tera de stockage si vous avez besoin. Si vous avez besoin, c'est une innovation, c'est une première. C'est c'est uniquement en Asie pour l'instant. C'est Honda. Honda, pas la marque de voiture, hein, euh, qui y va et ils y croient. Et je pense qu'il y a une grande partie de l'Asie qui y croit dur, hein, donc ils ont raison de se lancer si ils le font rapidement. Et il y a moyen que certains entrepreneurs se lancent. On continue avec voilà, une petite pensée triste pour un prototype qui n'est jamais sorti. Ici, on va parler de Capterm. Capterm, c'est la société qui aujourd'hui, j'imagine, n'existe plus, qui nous avait présenté il y a maintenant longtemps, hein, il y a plusieurs années. On parle d'une présentation en 2014 et ensuite de récompenses récupérées en 2015 et depuis plus grand chose. Maintenant, il y a plus de site, il n'y a plus rien. Ça a disparu d'Internet. Euh, mais l'idée était pas mal. L'idée était assez simple.
Le principe était d'avoir à l'intérieur, avoir un radiateur avec à l'intérieur un liquide qui pouvait changer de phase, c'est-à-dire se gazéifier à une température différente de celle de l'eau, bien sûr une température plus basse, qui permettait de réguler la chaleur. En fait, vous voyez, il se réchauffait, il devenait gazeux, ensuite il s'élevait, il était refroidi, il redevenait liquide, et voilà le principe. Tout ça, vous rajoutiez bien sûr des ventilateurs, comme sur tout type de water cooling. L'intérêt est qu'il n'y a pas de pompe en fait, contrairement à un water cooling plus classique. Ici, on a juste un liquide qui devient gazeux et qui se refroidit grâce à, grâce à l'appareil. Euh, Bien sûr, on était sur des technologies un peu compliquées. On est sur un liquide fait exprès pour avoir certaines caractéristiques, notamment température de d'ébullition, tout ça. Euh, on était aussi sur des matériaux plutôt, voire très compliqués. Franchement, c'est... Alors, je vais vous lire ce qui est écrit parce que là-dessus, j'ai eu une perte. Euh, la base du système de refroidissement est en effet constituée de titane, d'acier et de différents types d'aluminium, plus du cuivre pour la partie en contact avec le processeur. Et pour fixer entre les matériaux, la solution trouvée est simple, par l'explosion, ce qui permet de directement mélanger les matériaux. Donc je vous avoue que le procédé industriel qui est derrière, je ne le connais pas du tout. Mais visiblement, il faisait une explosion pour mélanger plein de matériaux utilisés en général, hein, effectivement, dans les solutions de refroidissement. Mais là, on mélange un peu de tout par l'explosion. Alors comment ils font pour maîtriser ça, je ne sais pas. Mais l'idée était pas mal. On imagine bien qu'avec ce procédé, on a quand même des contraintes industrielles assez lourdes, notamment trouver un moyen de faire à la chaîne ce procédé d'explosion. Pas sûr, pas vraiment sûr qu'on puisse, malheureusement. Et du coup, bah voilà, ça n'a jamais vraiment vu le jour. On a eu des prototypes qui ont défrayé la chronique, qui ont plu à tout le monde, qui ont même gagné des récompenses, mais derrière, en faire un produit de série disponible pour nous, visiblement, ça n'a pas été possible. Encore une fois, on ne sait pas si trop de contraintes industrielles, pas les moyens, pas le savoir-faire, peut-être un peu de tout ça, mais nombreux sont des projets comme ça un peu innovants avec des procédés un peu différents de ce qui se fait. C'est pas, on peut pas dire que ça soit totalement nouveau parce que c'est déjà utilisé, ce genre de procédé est déjà utilisé pour d'autres trucs, mais clairement c'est loin de ce qu'on utilise à l'heure actuelle dans nos PC. Et là, c'était vraiment l'idée d'en faire une solution de refroidissement pour le grand public. Mais voilà, hein, ça n'est pas allé jusqu'au bout malheureusement, et c'est souvent le cas. Peu triste. Pourtant, ça avait l'air sur le papier vachement bien. Mais non. On va aller très vite sur ce petit écran. Cet écran qui se trouve sur un waterblock. Vous voyez ici, ça va sur un processeur pour le refroidir. On a la présence d'un écran. Un écran qui n'a rien d'incroyable. Il fait 2,9 pouces. Écran LCD. 1440 par 1440. Il est carré. Mais, petit truc atypique, il y a une entrée HDMI sur cet écran. Non, vous ne rêvez pas, cet écran qui a bien pour vocation d'être sur un processeur à l'intérieur d'un PC a une entrée HDMI. À quoi ça sert? En réalité, pas à grand chose, à part vous faire marrer et faire des trucs débiles, tels que mettre un Windows dessus, par exemple. Voilà, hein, si on ne sait pas quoi faire. Si vous n'avez pas d'écran, vous aurez au moins ce petit écran de 2,9 pouces pour tester votre machine. Alors, est-ce que ça peut faire tourner Cyberpunk? Bah, ça dépendra de votre machine en fait. Mais voilà, franchement, ça ne sert à rien, mais c'est juste essentiel. Vraiment, je ne sais pas combien ça coûte et je ne veux même pas le savoir.
C'est incroyable. C'est juste incroyable. Et c'est pas n'importe qui le fait, hein, parce que c'est Barreau qui nous a déjà présenté du matériel, souvent du matériel lié au diagnostic, monitoring, tout ça. On avait vu un écran notamment dédié à de l'EIDA 64 qui fait du retour de monitoring. Et bien sûr, cet écran peut aussi servir à ça, mais à autre chose si vous avez envie. Et je trouve ça juste incroyable. Je me dépêche. Un boîtier, tout ce qu'il y a de plus classique. On est chez Antec, c'est le P7 Neo. Et on a l'impression de remonter le temps. Franchement, j'ai l'impression de voir un boîtier de 2010. Incroyable. Mais au final, ça marche toujours autant. Alors, vous n'avez pas de fenêtre, vous avez une porte pleine ici. Donc voilà, si vous êtes amoureux du RGB, tout ça, c'est pas pour vous. Parce qu'il n'y a pas de fenêtre. La façade est pleine, on a aussi sur le côté les aérations pour que ça soit quand même bien ventilé. On est chez Antec, on sait ce qu'on fait. Juste, on veut quelque chose de sobre, façade pleine. On a le fameux cache 5,25 pouces pour notamment un lecteur CD ou d'autres trucs tels que un lecteur de cartes aussi, je crois, qui peut faire ces tailles-là. Donc voilà, hein, si vous avez, encore une fois, on a l'impression de remonter le temps, mais si vous avez toujours un lecteur CD, vous pourrez le mettre. Vous pouvez aussi l'enlever. En termes de compatibilité, on peut mettre plein de choses dedans, vraiment plein de choses. En façade, vous pouvez avoir jusqu'à 3 ventilateurs 240, ce qui est beaucoup si vous enlevez par contre ce truc-là. Et derrière, vous pouvez mettre un ventilateur 240. Pas de ventilation en haut, donc là-dessus, vous oubliez. Donc que des flux d'air de l'avant vers l'arrière ou de l'arrière vers l'avant, c'est vous qui déciderez. Mais du coup, ça le rend un peu plus pauvre en compatibilité niveau water cooling, même si vous pourrez mettre un truc à l'avant, pas en haut. Et tout le reste, ce que vous voulez, hein, des grands ventirades jusqu'à 165 mm, des grandes cartes graphiques, compatibilité EATX, du sobre, de l'efficace, un prix accessible, 65 € livré avec 3 ventilateurs 220 mm les ventilateurs, on n'abuse pas, 2 à l'avant, 1 à l'arrière, 65 €, belle finition, très sobre, très simple. On n'est pas sur du haut de gamme, mais on est sur du milieu de gamme, qualitatif, utile. Voilà, ça marchera, ça fera le taf. Vous pourrez mettre à peu près ce que vous voulez dedans, mais on n'aura pas de trucs en plus, pas de RGB, pas de fenêtre, pas ce genre de truc. C'est que de fonctionnel. Mais c'est très bien aussi, et certains plutôt, recherchent ça avant tout, là où d'autres ont plus d'attrait pour le style, le design, ce genre de truc. On continue avec la DDR5. Petite news en anglais de... alors, c'est sûr que je vais écorcher son nom, mais je me lance. On va dire Jiae Jinwei. On va essayer. Et de Netak que vous connaissez peut-être, qui font des barrettes de RAM. Alors ils ne produisent pas les puces de mémoire, c'est ce qu'ils nous disent au début, ils ne produisent pas les puces de mémoire, ils font juste les barrettes à partir des puces. Ils ont reçu les puces de chez Micron, des puces DDR5 pour faire la première production importante de barrettes DDR5 pour voir et tester les process, j'imagine. Bon, il mentionne plusieurs marques avec qui il travaille. Il nous parle de Galax, il nous parle de Asus, de MSI, qui vont par la suite tester les barrettes. Et ça, voilà, c'est ceux qui font les cartes mères qui vont tester derrière, forcément. Hein. On nous parle un peu de la DDR5, des fréquences de 4800 MHz sans overclocking, donc native, c'est quand même pas mal, qui devrait arriver avec la 12e génération de processeurs Intel. Ça aussi, c'est cool. On nous parle aussi de trucs un peu compliqués, notamment le voltage qui va être inférieur par rapport à la génération d'avant, donc la DDR4. Peut-être
une latence un peu supérieure pour l'instant. C'est un peu ce que tout le monde prévoit, à voir derrière quand on affinera un peu tout ça. Mais on nous annonce des latences un peu supérieures. Voici à quoi ressemblent les modules. Ça ressemble à des barrettes de RAM incroyables. Donc voilà, hein, tout ça c'est fait en Asie, loin de chez nous. On attend, on attend que ça arrive. De toute façon, on a du temps. On n'a pas encore les processeurs pour les prendre en charge, ni les cartes mères. Mais on nous annonce 12e génération Intel, probablement prochaine génération chez AMD aussi, hein, parce que pas falloir prendre de retard côté AMD, donc très rapidement. On continue avec de la carte graphique et aujourd'hui une lâchée de stock, plutôt axée ancienne génération, même si on a quelques séries 30. On a des 1660 Super à des prix qui me font très très mal. Je pleure des larmes de sang en voyant ces prix. 460 pour cette Gainward et 470 pour la Zotac, des 1660 Super qui sont à des prix au moins 200 euros supérieurs à ce qui devrait l'être, au moins, au moins. Donc ça fait très mal, hein, donc deux fois le prix qui devrait l'être. On a aussi une 3060 à seulement 610 euros seulement. Et des très chers 6900 XT de chez ASRock à 2700. 700 et une 3090 de chez MSI à seulement 2830. Voilà, on régale. Donc ça fait mal. Petit point sur ce qui est vraiment disponible à l'heure actuelle. Alors, on a toujours une 1660 Super de chez Gainward à 460 qui n'a pas trouvé preneur. La Power Color à 2200 qui n'a toujours pas trouvé preneur. Les deux 1660 ils sont encore en stock, hein. Visiblement les gens ne sont pas tombés dans le panneau. Ils ne les ont pas achetés. La 3090 qui est aussi là. Et tout est là, la Power Color, la ASRock. Incroyable, des stocks encore présents ce soir. Une des premières fois on a autant de stocks un soir. Bon, les prix ils font pas plaisir. On parle aussi vite fait de la 3080 Ti qui a été annoncée juste partout, hein, clairement on peut le dire maintenant. Annoncé le 25 mai pour la sortie officielle, mais déjà listé dans certains magasins. On a que les infos qu'on nous a données, c'est-à-dire les 12 Go de mémoire, une carte qui est entre la 3080 et la 3090, comme vous l'aurez deviné, et probablement une carte vendue comme la carte ultime pour le gaming. Nvidia nous a dit normalement 999. En vrai, ne rêvez pas, vous la trouverez jamais à ce prix-là. Voilà. Et, euh, et c'est à peu près tout. Rendez-vous le 25 mai pour voir s'il y en a eu déjà et à combien elles se seront vendues. On sait que le 25 mai au soir, il y en aura déjà plus, hein. Ça, il n'y a aucun problème. Déjà, si ça tient plus d'une heure, ce sera assez incroyable. S'il y a du stock, ce sera bien aussi. Si on n'a pas, on sera un peu triste. On finit avec le mining. Petite carte Nvidia dédiée au mining, la gamme CMP, ici modèle custom de chez Asus avec le modèle 40HX qui semble pouvoir produire jusqu'à 43 MHz par seconde pour 699 $, annoncé dans un premier temps comme pouvant faire 36, je crois. Non, pas du tout. Pas du tout, je suis en train de dire des bêtises. En tout cas, visiblement, avec celle-là, on peut atteindre 43. 36, c'est les 2070 ou les 1080 Ti. Et les 3060 font 48. Par contre, en termes de conso, c'est pas mal, 125 watts. Donc vous ferez probablement des économies en termes de conso par rapport à une carte gaming. Le prix, 699 $. Ça, je vous avoue que je sais pas. À noter que les 30HX, qui sont normalement les seuls modèles déjà sortis, auraient baissé à 600 $ contre 800 avant, j'imagine pour préparer la sortie des 40HX. Donc voilà, des cartes qui peuvent produire 43 MHz par seconde. Je vous avoue que je me rends pas du tout compte de si ça fait beaucoup ou pas, mais j'imagine que c'est pas mal tout de même, vu qu'on compare ça
à au-dessus d'une 2070 et 1080 Ti. Ça paraît pas mal. On continue avec des gens qui, eux, ont décidé de tester des appareils improbables pour miner après la Game Boy qui pouvait produire 0,8 H par seconde après 43 MHz. Ici, 0,8 pour la Game Boy avec son processeur qui était à 4,18 MHz. Certains sont allés encore plus loin. Le Commodore 64. Alors, si vous ne savez pas, c'est un ordinateur, enfin ce qu'il y avait avant les ordinateurs que vous connaissez, mais c'est bien un ordinateur qui a été pour très peu de personnes, hein, on ne va pas se mentir, quelque chose qui a une puissance incroyable parce qu'il a un processeur qui a 1,023 MHz. Donc, vous l'avez bien entendu, sacrément moins que la Game Boy. Et ils arrivent à en tirer 0,3 H par seconde. Est-ce que c'est rentable? Pas du tout. Ça coûte plus cher en électricité que ce que ça rapporte. Mais c'est possible. Ils ont dû bien se faire chier pour faire ça. Parce que bien sûr, il faut rajouter du codage et de l'adaptabilité, tout ça. Ça doit être sacrément chiant, mais ils l'ont fait. Et ça marche. Mais comme la Game Boy, ce n'est pas rentable. Pas du tout. Ça c'est rentable. Ça, c'est l'avenir pour les mineurs. Si vous êtes un mineur et que vous êtes à l'affût de la moindre carte graphique, peu importe son modèle, à acheter pour augmenter votre production de crypto-monnaie, arrêtez tout de suite, arrêtez tout ce que vous êtes en train de faire et écoutez-moi. Ceci, c'est pour vous. C'est l'Antminer E9 et c'est un monstre. C'est un monstre parce qu'il représente la puissance de pas moins de 32 RTX 3080 avec ses 3 GHz par seconde. Son prix devrait être très cher, on parle ici de 20 000 $, mais sa consommation en énergie est beaucoup plus faible que ce qu'il vous faudra pour alimenter 32 RTX 3080 parce que il fait seulement 2556 watts. Et ça, je peux vous dire que c'est peu, vu le potentiel qu'a cette machine. On parle ici d'ASIC, donc de matériel voilà, dédié, de trucs custom dédiés. Donc c'est vraiment quelque chose qui est à part, qui est fait pour les gens qui veulent se lancer à fond dans le minage de crypto-monnaie. Il en existait déjà pour le Bitcoin, aussi pour l'Ethereum. Ici, on parle de l'Ethereum qui est le plus gros problème à l'heure actuelle des cartes graphiques, hein. Les mineurs d'Ethereum se tournent vers les cartes graphiques plutôt que ce genre de matériel. On ne sait pas trop pourquoi. Est-ce que ce nouveau Antminer E9 va changer les choses? C'est sûr que non. Mais en tout cas, si vous êtes un mineur et que vous pouvez vous procurer ce genre de choses, ça vous ravira. Effectivement, ça coûte très très cher. On parle ici d'environ 20 000 $. Mais il y a moyen de l'amortir plutôt rapidement, sachant que ça représente quand même la puissance de 32 RTX 3080. Ça peut être intéressant pour certains si vous avez envie de vous lancer à fond dans l'aventure. On finit avec des gens qui se sont bien marrés. Ici, une personne s'est amusée à reproduire un trailer, le trailer de Mortal Kombat, mais avec des Lego. Et je me suis pas spoil, j'ai pas regardé, j'espère que c'est bien. Mais en vrai, j'ai beaucoup aimé l'idée. Je suis un grand enfant, donc Hey, didn't see you there. I'm Johnny Cage. You might be wondering where I was in the trailer. Don't worry about it. All you need to do is like this video, subscribe to the Jexer channel, and vas-y, je ring that subscribe. bell so that you will be Yeah. notified in the next video. Special thanks to CMF Edited for making yours truly. Give him a follow on the gram if you haven't. If you didn't do anything I just said, C'est long. you're gonna get caged. Really, dude? You use that catchphrase? What do you mean that catchphrase? Ooh. Ooh. Are we done here? Cause I see a blondie named Sonia. Johnny, I don't think that's a good and he's gone.
Anyway, everybody, that's a wrap. If you Je crois guys que ça wondering, devait it's être a Mortal wrap. Kombat. It's a wrap. Subscribe. Trop long. First learned about this 7 years ago. On a mission in Brazil to capture a wanted fugitive. When we got there, it tore through our unit in seconds. The target had superhuman abilities. It had the same marking you do, Cole. It's a birthmark. What do you mean? He was born with it. It's not a birthmark, Cole. It means you've been chosen. Throughout history, different cultures all over the world reference a great tournament of champions. That dragon marking? I think it's an invitation to fight for something known. As Mortal Kombat. These are your champions. I'm Sonya. That's Kano. I'm Liu Kang. Name's Jax. Kung Lao. Lord Raiden. The fate of Earth is in our hands. No matter how many of my people you put in the ground, we will not fail. Kill them. C'est propre, hein? Kano wins. You fucking beauty. En vrai, c'est très très propre. À savoir qu'en plus, c'est fait par un indépendant, hein. C'est pas du tout avec les studios de Lego, machin. Très très propre. Et on finit avec une autre petite pépite. Un petit projet d'animatronique Groot. Ça me régale, ça. Hop, la musique pour se faire strike. Je trouve ça trop bien. C'est très très stylé, vraiment. En animatronique, Disney, c'est vraiment des giga cracks. Ça bouge très très bien. Ça régale pour les yeux. Bientôt à retrouver dans les parcs Disney, j'imagine. Mais en plus, Groot, tout le monde l'aime. Donc ça marche bien. Et voilà qui conclut notre premier point actu hardware de la semaine. Ça a été un peu long, désolé, mais il y avait beaucoup de choses à traiter et il y avait des choses importantes et intéressantes aussi. Donc c'est cool, on va pas se plaindre d'avoir de la bonne
news, de la bonne actu. J'espère que vous avez voilà. J'espère que ça vous a plu et que vous avez passé un bon moment, que vous reviendrez la prochaine fois, demain, la suite. Et merci d'avoir regardé.